Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 9, spécial Mère. Cette semaine, je vous parle d'une famille qui s'est bâtie un royaume en pleine mer. Et je vous parle d'un naufrage plus gros que le Titanic. Bonne écoute! Nicolas, Marie-Ève. bienvenue à ce 9e épisode. Neuvième. 9e de Déjà, Crime Tonic. On approche les 2 chiffres. Oh là là! Donc, cette semaine, plusieurs choses à discuter. On a des sujets super intéressants. On s'en est très peu parlé. Oui, donc on va découvrir ça ensemble. On commence avec qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit, Nicolas? On boit un cidre pétillant rosé qui s'appelle la Bolée pétillante rosée, en fait. De la cidrerie du Minot. C'est québécois. Oui. Ils ont plein de produits à la SAQ et nous, on se les procurait en fait dans un verger. Oui. On a visité en Estrie. Dans un verger, non, cette fois-là, c'était pas en Estrie, c'était dans le bout de, parce que nous, on est très jet set, ouais. là, on fait des parcours agroalimentaires régulièrement. Cette fois-là, on était dans le coin de Saint-Joseph-du-Lac. Au cas, on était au verger La Bonté de la Pomme. On est allé pique-niquer. Oui, c'est ça. C'était vraiment super et on a acheté ces petites canettes de la cidrerie du Minot. Mais ils ont plein d'autres produits. Oui. Du cidre pétillant, du cidre non pétillant, du cidre de glace, alcoolisé, non alcoolisé, différents formats là, en bouteille, genre 750 ml des bouteilles, 250 ml, là, comme ça, parfait à emporter n'importe où. C'est super bon, c'est rafraîchissant. L'été se termine, mais c'est bon quand même. Oui, et ça fait du bien parce que on enregistre un petit peu à l'avance pour vous donner une idée. Il fait chaud dans le sous-sol. Il fait chaud dans le sous-sol et cette semaine, c'est la fameuse semaine où est-ce nous on a des enfants, où est-ce qu'il n'y a pas de camp de jour et pas d'école. Mm-hmm. Donc, il faut gérer ça, comment je dirais bien Et ça? 5% d'alcool, c'est parfait pour un mardi soir. On dira ça de même. On dira ça de même, mais un dur mardi. Ouais. Un mardi double job. Donc, le travail plus les enfants qui n'ont pas d'école, qui ont l'énergie dans le tapis et que les camps de jour sont fermés. Donc, oui, donc ça fait vraiment du bien. On est content. Beaux produits. Allez les visiter. On va vous mettre ça dans la pastille Drink sur le compte Instagram. Maintenant, Le ensuite... champion? Ou on Oh a non, d'autres annonces attends, j'ai avant? d'autres choses à dire. Ah oui. Oui, OK. Premièrement, je voudrais rappeler qu'on a un groupe Facebook qui est privé où est-ce que j'aime poser des questions, discuter avec les membres qui sont présents sur le groupe Facebook privé. Vous pouvez faire une demande, on est très inclusif. Je présente les thèmes à l'avance aussi sur ce groupe privé. Je vous fais voter pour votre thème préféré quand on fait des combats des clips. Vous pouvez me proposer combat des crimes. Combat des crimes, excuse-moi. On va se faire Oui, on va se faire copyright strike. Excusez, combat des crimes. Ça trahit mon âge. Ouais. Et oui, donc je vous fais voter. On peut discuter. Vous pouvez me proposer aussi des thèmes sur le groupe Facebook. Donc, venez vous joindre à nous pour discuter. Plus on est de fous, plus on rit. Et je voudrais vous rappeler aussi, parce que ça fait plusieurs épisodes que je l'ai pas dit, toutes nos sources sont sur crimetonic.com. Il y en a beaucoup.
Quand on fait des recherches, on ratisse large. Mhm. Donc, on les dit pas à chaque épisode, mais on les documente très, très bien. Donc, tout est sur le site internet crimetonic.com. Et cette semaine, j'ai un shout-out. Et c'est un shout-out qui me fait chaud au cœur parce que des fois, il y a des gens qui peuvent me laisser des commentaires comme de quoi que c'est bien, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est des gens qui nous aiment. Oui. Dans la vraie vie. Merci d'en laisser d'ailleurs. Lâchez-vous lousse. Oui, c'est toujours le fun, des gens qu'on connaît qui nous aiment, mais qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui, ça a l'air qu'ils aiment ce qu'on fait. Oui. Donc, on a une super belle review sur Apple Podcast par Oli2591 et c'est écrit « Wow, super podcast, vraiment bon, les histoires sont intéressantes, les animateurs sont chaleureux et attachants. Ce genre de podcast manquait à ma bibliothèque. » Oh my God! Merci infiniment. Oui, énormément. Premièrement, ça fait chaud au cœur parce que vous le savez, là, on fait ça pour le plaisir et bénévolement. Et deuxièmement, ça nous aide aussi à rejoindre plus de monde quand on a des bonnes reviews, des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes et sur Apple Podcast. Donc, un gros merci, Oli2571. Et j'enchaîne. On pourrait challenger le monde à laisser une plus belle review que ça. Impossible. Vous pouvez Essayez-vous. Essayez. Ouais. Essayez. On va dire ce qu'on en pense. Ouais. Après les 15 prochaines reviews 5 étoiles avec un commentaire, on va dire sur notre groupe Facebook laquelle on préfère. Oui. Ouais, c'est bon, ça. C'est une bonne idée. Ben, j'aime ça, moi. J'aime ça. En fait, on fait quelque chose, OK? J'aimerais vraiment avoir 200 membres sur mon groupe Facebook privé. Ouais. Et quand on va avoir 200 membres sur notre groupe Facebook privé, on fait une danse TikTok. OK. Je te prends par surprise. C'est hein? bon, ouais, non, c'est j'étais pas pas au courant. stagé, non, il était pas au courant. Alors, 200 membres sur le groupe Facebook privé et nous ferons une danse TikTok. Mais on peut choisir la danse. Oui. OK, c'est bon. Oui. Mais moi, je vais faire le challenge quand tu tapes sa gueule avec un tortilla puis que tu pitches de l'eau par la bouche. Ça pourrait être un challenge ou une danse, on verra. Ça me fait mourir de rire. Donc, 200 personnes sur le groupe Facebook privé et nous ferons une vidéo TikTok très cool. C'est bon. Maintenant, t'avais hâte, hein? Au champion? Ouais. Ben, j'ai tout le temps hâte au champion. Il est savoureux. Ah oui, vas-y. Il est savoureux. Je vous rappelle, le terme, c'est mer, donc en opposé à la dans les airs ou à la terre. Donc, océan. C'est pas mer ou père non plus. Hein, non, ça. c'est ça, c'est pas mer ou père, c'est la mer, l'océan. Prendre un break, je vais aller réécrire mon cas. T'as mal lu le... Ouais, c'est ça. T'as mal lu le thème. Je l'ai mal compris. Oui, non, c'est pas évident. J'aurais dû te l'envoyer par email. Donc, mon champion du mois. Mon champion du mois s'appelle Scott Gulacher. Scott Gulacher. C'est un ingénieur de Saskatchewan. Okay. Et il est propriétaire des entreprises, vraiment un nom bizarre, CanStruct System, qui est décrite, tu sais, quand ça se prononce. Can pour Canada. Et Struct pour structure. Ouais. Mais tu sais, c'est CanStruct. CanStruct. Ah oui, c'est vrai qu'en anglais, c'est tellement mieux. Ouais. OK. C'est une compagnie de construction de ponts. Hein? On s'entend, là, c'est hot. Et Inertia Solutions, qui fournit des services d'ingénierie. OK. Donc, il y a 2 petites entreprises. Bon, dans la vie, je vais mettre de quoi au clair. On peut être bon et moins bon dans tout. On peut être un bon vendeur, un moins bon vendeur. On peut être bon dans son travail, moins bon dans son travail. On peut être bons échecs, moins bons échecs. Exactement. Il y a cependant des métiers pour lesquels c'est déconseillé d'être médiocre. D'être moins bon. Comme chirurgien cardiaque et ingénieur. Ça marche ou ça marche pas, hein, c'est ça? Ouais, genre constructeur de pont, là. Mm-hmm. Moi, je dirais que c'est vraiment triste quand t'es pas bon. Je sais pas si Scott Gulacher est un mauvais ingénieur, mais je sais que l'Association d'ingénieurs saskatchewanaise n'est pas impressionnée. Non. Et allègue que Scott a clairement enfreint les règles. Scott a été engagé pour dessiner un pont en juillet 2018. OK. C'est
ça s'invente pas, Nicolas. Ça s'appelle le Dick Memorial. Oui. Ouais, mais en tout cas, en anglais, c'est Richard. Je sais. Ouais, OK. Le Dick Memorial Bridge, j'ai vraiment pas trouvé à quel Richard ça faisait affaire, parce que quand tu googles Dick Memorial, ça fait juste... Ça doit pas être beau. Non, ben oui, mais ça fait juste cette histoire-là. Okay, et on décrit pas le pont au départ. Ouais, le pont, c'est pour inaugurer... Dick. Oui. But which one? Ouais, c'est ça. Fait que, donc, c'est ça. Le Dick Memorial. C'est vraiment un petit pont, OK? C'est dans la municipalité de Clayton, en Saskatchewan, qui est un petit village de 800 habitants. Annuellement, ce pont sera emprunté par 1000 voitures. Annuellement? Annuellement. Okay. 3 voitures par jour. C'est pour ça qu'il s'est dit, je peux botcher, il n'y a pas grand monde qui vont aller dessus. Peut-être. Donc, on parle de 3-4 personnes par jour. Le précédent pont a tenu le coup 50 ans. OK. Ça a bien été. Ouais. Il fallait qu'il remplace et le maire de la ville a demandé un pont qui pouvait toffer 75 ans. Il a été super rapidement construit. Le contrat a été donné en juillet. Puis le 14 septembre, c'est vraiment un petit pont, là. Le 14 septembre 2018, la page Facebook de la municipalité de Clayton annonçait que le pont était officiellement ouvert. 6 heures plus tard, il s'effondrait. 74 ans, 364 jours et 22 heures. Trop tôt. Trop de bonheur. Exactement. Et 18 heures, trop de bonheur. Il n'y a eu aucun blessé. Je tiens à dire qu'à 3 voitures par jour, fallait être malchanceux. Eh boy, hein, c'est vrai. À moins que tout le monde ait dit « Wow, as-tu vu ça sur la page Facebook qui est ouverte? Je vais y aller. » Non, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu 75 000 voitures qui ont passé dessus en 6 minutes. Fait que son usure au complet s'est faite en 6 heures. C'est ça. Ça aurait pu être ça, non. Wow. Il n'y avait personne sur le pont. Vraiment personne. Le montant pour construire le pont était environ 350 000 mais ça ne comprenait pas l'étude d'expertise des sols. La municipalité ne voulait pas en faire parce que ça aurait coûté plus cher. Ouais. Ça aurait fait des retards. Fait que c'est vraiment la municipalité qui a refusé aussi. Effectivement. Mais en même temps, ça fait 50 ans qu'il y avait un pont là. Effectivement. Tu peux croire qu'en reconstruisant un pont au même endroit, de la presque la même façon, tu vas être correct. Hein? Oh, nous pourrions croire ça, Nicolas. Effectivement. Mais en même temps, tu es un ingénieur, tu dois penser à ça. Oui, en fait, je pense qu'il est pour vrai qu'il avait pensé et il aurait dû le faire. Ouais. Ou pas signer. Exact. En sachant qu'il fallait faire ça. Oui, c'est ça. Puis, mais avec les réchauffements climatiques, un sol, ça bouge. Plus d'eau, moins d'eau. Tu sais. Fait que même s'il y avait un pont là, bref, il l'a pas fait. La municipalité de Clayton poursuit Scott Gullicher parce que le pont n'a pas duré 75 ans, mais bien 6 heures. Il charge tout au prorata. Ben là, ils sont vraiment fâchés. Le maire, là, il est vraiment enragé. Et l'Association d'ingénieurs saskatchewanaises allègue aussi que Scott Gullicher a enfreint les règles lors de la conception du pont. Donc, le 15 août 2023, et c'est pour ça que c'est mon champion de la semaine, donc il y a très peu de temps, elle a suspendu Scott pour 18 mois parce qu'elle constate qu'il n'a pas travaillé de manière prudente et diligente. Et il doit payer plus de 47 000 $ d'amende à l'association. Il travaille présentement à l'extérieur de la province, mais souhaite revenir en Saskatchewan pour poursuivre son travail d'ingénieur. Oui, il est vraiment persévérant. Ouais. Ben là, pour refaire des plus gros ponts, peut-être ça va tenir mieux. On sait pas. Ton nom doit être barré après. Ben c'est ça. Il lui sera interdit de travailler sur des projets de ponts en Saskatchewan pendant 5 ans. Ah ouais, mais... 5 ans. Juste 5 ans. Puis 2, t'es correct si tu vas genre en Alberta. C'est ça. Tu peux faire tomber des ponts dans chacune des provinces. Puis là, ben, si tu travailles assez rapidement, t'as en masse de provinces pour pouvoir revenir à ta province initiale après, puis refaire un autre pont qui va tomber instantanément. Oui, il y a 10 provinces canadiennes. Tu peux faire tomber un pont par année. Ouais. Peinard, dans chacune des provinces. Et revenir à la province d'origine et continuer. Ça te coûte cher, là, parce que lui, il dit que... Chaque poursuite. Oui, c'est ça, parce que lui, il dit que construire ce pont-là, en plus, il avait comme mal calculé ou je sais pas quoi, ça lui a coûté 250 000 de sa poche. Ah, boy. Ouais. Ouais, mais on disait assurance de fond de même. Mais, ben...
C'est ça. Ouais. Fait que, comme j'ai dit, moi, je dis pas que Scott est incompétent. L'Association des ingénieurs saskatchewanais a l'air de trouver que oui. Ouais. La poursuite de la part du village de Clayton semble toujours en cours. Donc, C'était mon champion de la semaine. Et pauvre Scott, on le salue, Scott. C'est pas facile ce que tu vis, Scott. Scott, drink some cidre du Minot. It's gonna pass. C'est pour ça que je suis pas allé ingénieur. Pour ça que t'es pas allé ingénieur? Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, mon Dieu. Il faut que je construise des affaires qui tiennent un certain temps, que je garantis un certain temps. Là. Oui. C'est pas une bonne idée. Non. Mais écoute, c'est ça. Quand c'est plus facile d'avoir une job avec moins de responsabilités. C'est des responsabilités, là, construire un pont. Oui. Même si c'est juste pour 3 personnes par jour. Oui, tout à fait. Je suis crampée. Parce que c'est ça, le maire, il disait, oui, ça aurait coûté plus cher, puis on n'est pas capable de justifier ça pour 3 personnes par jour. Puis dans ma tête, je me disais, ben peut-être qu'il pourrait faire un détour, ces 3 personnes-là. Ou même une planche de plywood. Écoute. Ça doit être un gros pont. Là. Ben, moyen, oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, assez pour. Pour qu'il s'écroule, là, tu sais. Pour qu'il s'écroule. Ben, en fait, c'est ça. C'est qu'au début, ils ont vu un affaissement. Puis il y a quelqu'un qui a appelé le maire et qui a dit, il me semble que le pont a l'air bizarre. Puis là, le pont s'est effondré. Il est dans le fond du ravin. Ben, il a l'air weird, ton pont. Oui. Mais tu sais, des fois, tu te dis, c'est le nouveau design. Non, le pont s'est effondré. Il y a un jeu là, sur le téléphone, Bridge Builder. On aurait pu recommander de passer un peu de temps là-dessus. Ah, ben oui, Scott, là, il n'y a pas de job. En tout cas, il travaille pas en Saskatchewan. Il pourrait passer plus de temps sur le jeu sur le téléphone Bridge Builder. Merci, Nicolas. Au moins à moitié du jeu, là, puis j'ai pas recommencé plus que 4-5 fois par niveau. Là. Fait que... En plus, il y a une bouille super sympathique, ce gars-là. Il est super souriant. Donc, je suis sûre que si on y envoie ce jeu-là, il va être content. Pauvre lui. Mais oui, pauvre petit cœur. Bon, on passe à notre premier cas de la semaine. Oui, c'est mon cas à moi. Vas-y. Je vous parle d'un navire qui s'est échoué. Et c'est un navire avec... C'est un bateau, en fait, plus gros que le Titanic. Ah oui? Ouais. Il y a moins de morts, là, mais il y avait beaucoup plus de passagers. C'est le Costa Concordia. Costa Concordia. Oui. C'est un navire qui a été commandé par la compagnie Costa Cruises, qui est une sous-division de la corporation Carnival. Ah oui, on connaît. Oui, qui a été commandé en 2004. D'après moi, il a été commandé avant ça, là, mais en tout cas, il a été inauguré en 2005. Et premier mauvais augure. Oh! Tu sais, quand il inaugure un bateau, là, il lance une bouteille de champagne là, avec une corde et la bouteille n'a pas cassé. Oh! Hey, moi, j'aurais pas aimé ça. Non. J'étais un petit peu superstitieuse surtout pour quand ça. ça coûte des milliards, des millions et des millions de dollars là, construire un bateau. Puis tout de suite, t'as comme une malédiction. Là. Oui. Ou la personne qui l'a lancé était pas en forme. Tu sais, tu prends comme un gros gars. un hernie. Tu prends un gros gars avec des gros muscles qui te dit la bouteille, faut qu'elle pète. Comme M. Burns, je pense qu'il avait fait ça à année. Ah oui? Ah, Puis ça avait pas pété? Non. C'est sûr que non. C'est un bateau long de 290 mètres, large de 35 mètres. On est en quelle année? Tu m'as dit 2005. OK. Ouais. C'est récent. Oui. Le bateau comporte 13 étages ouverts au public. Fait qu'il y en a encore plus que ça. 1500 cabines, 4 piscines, 5 jacuzzi, 5 spas, un cinéma sur le pont principal, 5 restaurants, 13 bars incluant un cigar lounge et un bar à cognac, des cafés en intérieur, un théâtre qui est sur 3 étages, genre parterre, balcon, puis un autre balcon, un casino, discothèque, un centre pour les enfants, un terrain de basketball. Ouais, la plupart des navires, gros navires ont ça, mais c'est toujours impressionnant. C'est une mini-ville. Ouais. Fait que va faire plusieurs voyages, principalement dans la Méditerranée, généralement dans des îles là, d'Italie, d'Espagne, des choses comme ça. Va avoir un premier accident en 2008, mais par la suite, ça va être réparé, tout ça. Et là, mon histoire commence le vendredi 13 janvier 2012 par un bel après-midi où tous les passagers embarquent sur le bateau. Au port de la ville italienne de Civitavecchia.
Est-ce que tu veux me redire ça qu'un accent italien? C'est Civitavecchia. Civitavecchia. Ouais. C'est à 40 000 au nord de Rome. Ah, bon. Ouais. Tous les chemins mènent à Rome. Tu fais bien de te situer par rapport à Rome. On peut continuer comme ça, si tu veux. À bord, on va retrouver 3200 passagers et environ 1000 employés. 4200 et quelques passagers, dans le fond, sur le bateau. Oui! Fait que, excuse-moi, c'est-tu quasiment un passager pour un membre du personnel? 3 pour 1, je dirais. 3 pour 1? Ouais. Mais même à ça, je trouve ça fascinant, moi, ça. Ouais, mais c'est personnel. C'est pas juste du monde non plus qui s'occupe des passagers. Là. Parce que, tu sais, t'as tous les employés des machines, oui. Le monde qui s'occupe des... c'est pas juste du service, là, c'est pas juste du monde qui s'occupe d'un passager. Mais ça prend beaucoup de personnel, c'est mon point. Ben oui, il faut des gens dans la salle de machine. Il y a plein de gens sur le bateau que tu ne verras jamais, premièrement, dans les cuisines, la préparation. Mais je trouve que sur ces bateaux-là, on oublie comment, oui, il y a beaucoup de passagers. Il y a beaucoup de personnel, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de salles des employés, de cabines pour ces employés-là pour qu'ils dorment, des places pour qu'ils peuvent se détendre. Fait que oui, à chaque fois, je suis impressionnée de voir combien il y a de gens qui travaillent là-dessus. Ben oui. Mais tu sais, si tu regardes une affaire comme ça, il faut que tu compares, mettons, un centre d'achat ou même, je sais pas moi, la place Jacques-Cartier, là, dans le Vieux-Port de Montréal. Là. Oui, mais je trouve tout le temps que dans ces places-là, il y a plus de touristes que de gens au kiosque. Tandis... mais là, on parle pas des kiosques, tu parles des restaurants. Fait que là, tu regardes tout le staff d'un restaurant, tout le staff, un peu partout. Là, fait que tu prends un carré de commerce là, dans le Vieux-Port de Montréal, puis c'est ça. T'sais. Oui, mais en plus, c'est que ça prend des gens pour bouger le bateau. Ouais, c'est pendant ça. que les gens sont entertainés. Fait que ça en prend encore plus. En tout cas, à chaque fois, ça me fascine. Ouais. Aux commandes du bateau, on retrouve le capitaine Francesco Schettino. Oh, j'aime ton qui, à l'époque, avait 51 ans. OK. C'est un homme qui se joint à la compagnie Costa Cruises en 2002. Un poste en bas de l'échelle, là, c'est officier là, de la sécurité. En 4 ans, donc en 2006, va avoir monté les rangs et être rendu promu au rang de capitaine. Donc, en 4 ans. C'est un bel homme, un petit peu trop bronzé. C'est un Italien... ce que tu peux imaginer là, comme homme de la Méditerranée. Un bel Italien de 51 ans. Un beau monsieur. On dit lui, c'était un bon capitaine, mais un petit peu trop exubérant pour son bien. Ah, OK. Ouais. Donc, les passagers embarquent, tout va bien. À 19h, ça va être l'heure de quitter le port. Donc, le navire va quitter le port en direction de la ville de Savone, à 250 000 au nord-ouest. Savone. À la même heure, le capitaine va se diriger vers le restaurant avec ce qui sera connu par la suite, sa maîtresse. Oh! Ouais. Il va demander à l'officier en service de venir l'avertir lorsqu'ils seront environ à 5 000 de l'île de Giglio. Une petite île sur leur chemin, à environ 45 000 au nord-ouest. Lui, il est allé faire quoi? Passer du bon temps? Il est allé boire du vin, manger avec sa maîtresse et sûrement parler à des gens. Je n'ai fait aucun lien ici sur le fait que c'est un bel Italien et qu'il a une maîtresse. Ouais. Juste spécifier que je fais pas de lien. À ce moment-là, personne ne savait que c'était sa maîtresse, mais elle le suit pas mal partout sur le bateau tout le temps. Une copine. Donc, on quitte le port vers 19h, 21h30. Le capitaine va se lever de table avec sa maîtresse et les deux vont se diriger vers le pont. Le chef-maître Antonello Tievoli. Chef-maître, c'est comme le second, aux commandes. Là. OK. Qui est, lui, natif de l'île de Giglio. Giglio. Il a déjà commencé son approche vers l'île, ce qui fait que le bateau ne suit pas sa trajectoire habituelle. Okay? Comment ça? Mais c'était déjà planifié avec le capitaine. Ce que Tievoli avait demandé à Schettino, c'était de faire un sail-by salute ou un maritime salute, c'est-à-dire que c'est une manœuvre qu'ils vont souvent faire, c'est-à-dire de passer le plus près possible
d'une ville et de sonner les sirènes de bateaux là, super fort pour impressionner le monde. Puis il faut faire un genre de « Allô, regardez-nous, là, on passe à côté de chez vous. » OK, c'est comme un show, là. Ouais, c'est ça. Puis en plus, le mentor du capitaine habitait la ville de Giglio. Fait que le capitaine était d'accord de faire ça à ce moment-là. C'est ça fait une pub un peu pour le bateau. Les Ouais. gens sont impressionnés. Les touristes aussi, les passagers peuvent sortir sur le pont, admirer la ville, parce qu'ils s'arrêtaient pas là. Non, il s'arrête pas là, c'est juste en passant. C'est ça. Mais à la place de passer comme Loin. là, en plein milieu du fleuve ou de la rivière, peu importe, ils vont passer proche de la berge là, pour le plus près possible pour sonner. Ben, c'est toujours le fun d'admirer des beaux gros bateaux de croisière quand t'es dans un port. C'est super le fun. Ouais. Ben oui. C'est quelque chose d'habituel là, que le monde y font. Donc, le navire va se diriger vers l'île. Tievoli va appeler au téléphone le mentor retraité du capitaine, qui est un certain Mario Palombo. Donc, on va le trouver finalement en parlant à Mario. Oui. Ils vont s'apercevoir que finalement, il n'était même pas là. Ah, zut. Fait que dommage, ils pourront pas voir ça. Va passer le téléphone au capitaine. Puis, le capitaine va interroger son ancien mentor sur la profondeur des eaux proche de l'île. OK, attends, excuse-moi. Où est-ce qu'il y a des différents rochers. Là. OK, je comprends. Le mentor n'est pas sur place, Non. Mais il le rejoigne par téléphone. Ouais, c'est ça. Okay. Comme s'il l'appelle sur son cell. OK. Fait comme, hey, ça va, je vais passer à côté de chez vous. Puis là, fait comme, commencer à côté de chez nous, je suis en Norvège. Oui. Fait comme, je savais pas. On passe à côté de ton île, tu sais, puis tout ça. Puis il lui demande la disposition des différents rochers dans l'eau. Ouais, c'est ça. Parce que c'était pas quelque chose de... C'était planifié de faire la manœuvre, mais c'est pas quelque chose qui avait tout prévu d'avance non plus. Mm-hmm. Puis ça peut comporter des risques supplémentaires. Ouais, c'est ça. OK. Et d'ailleurs, son mentor va lui dire d'oublier ça, de virer de bord, de retourner comme dans le milieu, de klaxonner, faire bye-bye, puis juste sacrer son camp. Oh boy, OK. Ouais. Mais ils vont pas l'écouter. Oh non. Non. À la barre du navire se retrouve Jacob Rusli Bin. C'est un Indonésien qui pilote un navire de cette taille pour la première fois de sa vie et parle pas l'anglais, encore moins l'italien. Ça va pas bien. Il a été choisi pour piloter le navire. Parce qu'il ne parlait pas l'italien. Parce qu'il coûtait sûrement vraiment pas cher. Oui, et que quand tu y pointais de quoi il faisait, ouais, sans discuter, parce qu'il n'y avait pas ses grades. Il a un peu d'expérience là, pour de vrai, là, mais il parle presque pas anglais. Il y a vraiment une barrière de langue. Là. Oui, je comprends. Parce que là, on s'entend que le capitaine et le deuxième... Ils sont italiens. Oui, ils sont italiens, puis ils sont surtout en train de chiller au téléphone puis de jaser entre eux. Il faut quelqu'un vraiment à la barre. Ouais. Et là, à la barre, c'est, excuse-moi? Jacob Rusli Bin. Jacob Rusli Bin. Ouais. Donc, puisque la manœuvre n'était pas planifiée d'avance, le capitaine va y aller à l'œil. Puis, c'est pas quelque chose non plus d'inhabituel. De faire des manœuvres comme ça, un peu, là, sketchy. À la va-vite. Ouais. Le navire rendu maintenant avance à une vitesse de 15 nœuds. Puis là, j'ai vérifié, c'est à peu près 28 km/h. Ouais, c'est ça, c'est pas vite ça a pas tant que ça. Vite, ouais. Là, mais tu sais, quand on dit tourner sur un dixaine, ben, ça tourne pas sur un dixaine rendu à 30 km/h. Non. Un bateau de 300 mètres de long. Non. Fait que c'est un petit peu trop rapide. Schettino va apercevoir soudainement des rochers sur la trajectoire du bateau. Fait que pris de panique, il va crier des ordres. Là, j'ai sauté, là, j'ai trouvé comme toutes les ordres qu'il avait donnés, là, parce qu'on avait, ils ont la boîte noire avec toutes les affaires qui ont été rentrées comme manœuvre, tout ça. Ben, en fait, là, il fait comme... Là, il panique un peu, il fait hard to starboard. Fait que là, hard to starboard, c'est le plus que tu peux à tribord. OK. Tribord, c'est à droite. OK. Faites une petite recherche si ça vous intéresse. Mais hein. Pourquoi on appelle ça bâbord et tribord? Ah! Tu sais-tu? Non. Non? Okay. Non. Puis je me suis toujours demandé ça. Vas-y. Ouais, je trouvais ça intéressant. Tribord, c'est à droite, hein? Tribord, c'est à droite. OK. Bâbord, c'est à gauche. En fait, ça viendrait du néerlandais, OK? Qui bâtissait des bateaux. Puis avant, c'était un peu comme des canaux, tu sais. Fait que les deux bouts étaient pointus. Oui. Et en arrière, pour diriger, le gouvernail était toujours à droite. Donc, parce que principalement, le monde était droitier. Fait qu'il s'assoyait perpendiculaire dans le bateau et le gouvernail était à droite. Ouais, OK. Donc,
eux, ils faisaient... fait que le côté à droite, c'était steerboard pour le côté du gouvernail. Et le côté gauche, c'était backboard. Ah! Et ça a été, en français, ça va être tribord et bâbord pour backboard. Là. OK! Et tri pour steer. Donc, OK. Fait que ça vient vraiment du néerlandais parce que le moteur était à droite. Pas le moteur, le panneau en bois là, qui a du bouge à gauche à droite là, pour diriger. Là. Oui. C'est ça. En anglais, c'est un petit peu différent. C'est starboard. Donc, à droite, c'est starboard. OK. Et à gauche, c'est portside. Ah oui! Ouais. Encore une fois, parce que quand les bateaux sont devenus un peu plus gros, le gouvernement, je sais pas un gouvernail, là, en tout cas, je sais pas c'est quoi, là, mais pour diriger, là, le panneau de bois était toujours à droite. OK. Mais là, les bateaux étaient plus gros. Donc, quand ils amarraient à un port, ils amarraient toujours du côté gauche. Okay. Donc, c'était portside. Portside, comme le côté du port. Ouais. Et starboard, ils appelaient ça parce qu'ils disaient que le monde aussi qui était soit sur le pont ou dans les cabines, ben là, c'était starboard parce que là, d'un côté, tu étais portside, fait que tu voyais rien, puis de l'autre côté, tu étais starboard parce que là, tu avais la vue sur la mer. C'est ça. Ouais. T'avais une meilleure vue. Ou steerboard aussi, là, tu sais, steer. Mais les mots sont moins similaires en anglais. Ouais. Ah, mais ça a été différent pour pas... parce que sinon, ils appelaient ça backboard et starboard et ça se ressemblait trop. Phonétiquement, fait que quand tu donnais des ordres, ben le monde, il comprenait pas bien. Ouais, je comprends. Ouais. Puis le but de ça, c'est que quand tu donnes un ordre, personne ne se trompe, là, parce que tu peux regarder en arrière ou en avant du bateau. Oui. Là, quand il tourne à gauche, puis là, si tu regardes en arrière, tu vas tourner à gauche. Oui. Tu tourneras pas du bon bord. Oh mon Dieu, tu parles à la bonne personne. C'est moi, ma gauche puis ma droite, là. Exact. Et là. Fait que là, tu peux pas te tromper. J'aurais dû être marin. C'est ça que tu es en train de me dire? Mm-hmm. Je pense que oui. Mais t'es mère. Je suis mère. Tu es mère. Mais je ne suis pas marin. Donc, on va apercevoir des rochers sur la trajectoire et va demander à ce qu'on tourne à droite le plus fort possible. Mais là, il demande ça à son gars qui parle pas un mot italien. Ouais, c'est ça. Donc, avec la barrière de la langue, Jacob va faire une erreur. Il va tourner l'autre bord. Ben non! Ouais, ça aurait pris 13 secondes pour corriger l'erreur et il est un petit peu trop tard. Oh. Et à 21h45, le Costa Concordia va écorcher la coque à bâbord, donc du côté gauche, faisant un trou d'une longueur de 53 mètres. Non! Ouais. Ah, méchant scratch sur le char, ça? Ouais, mais c'est un scratch. Ça, c'est pire qu'un panier du Costco qui te rentre dedans, là. Ouais, ou ton ex qui fait un fuck you. Une clé qui sort d'un stationnement. Il dessine un pénis. Un panier du Costco, Nicolas. Politically correct. OK. Panier du Costco. Et donc, pendant que le capitaine écorche le navire, dans un des restaurants, puis ça, c'est une histoire vraie, là, ça a été soulevé par plusieurs personnes qui étaient à bord. La chanson My Heart Will Go On de Céline Dion jouait dans le restaurant. Ben non! Pendant qu'il frappait un rocher. Ouais. Qui est la chanson thème du Titanic? Ouais. Ben non! C'était vrai, hein? Ça, c'est puis malade. Les assiettes se sont mis à revoler sur le thé. Oh, ils l'ont senti. Parce que des fois, oui. tu peux tu sais, je sais pas si c'était... OK, ils ont ça a ouvert, là. Les serveurs, ils perdaient pied, là, puis ça revolait partout, puis les madames en talons aiguilles, ils étaient plus capables de marcher. Là. Mais là, c'est peut-être effrayant. pour ça que des fois, pour ça que j'ai jamais été capable de marcher en talons aiguilles. C'est à cause que c'est comme si j'étais sur un bateau. Mais la Terre tourne aussi sur elle-même, hein, fait que c'est pas facile c'est déstabilisant. pour l'équilibre. Ouais. C'est l'enfer. Fait que là, les passagers commencent à paniquer. L'eau commence à rentrer par la brèche. Les moteurs vont arrêter et 22 secondes après le crash, ça va être un blackout. Dans le sens qu'il n'y a plus d'électricité? Oui. Toute l'électricité coupe partout sur le bateau, 22 secondes après le crash. Finalement, il y a le emergency power, les génératrices de secours qui vont partir pour avoir au moins un minimum de lumière, puis les systèmes de speakers, d'alarme, puis tout ça vont revenir. Est-ce qu'on sait, je m'excuse si tu n'as pas la réponse, il est environ quelle heure? Oui, il est 21h45. OK, 21h45. Ouais. Fait qu'il fait noir. Ben, en tout cas, il fait noir dehors. Relativement noir. Oui. Mais on n'est pas loin non plus de la côte.
C'est ça, on n'est pas très loin de la ville, fait qu'il doit pas faire noir comme en pleine mer, mais il fait noir. Ouais. C'est le soir. Ouais. Et là, les passagers vont paniquer encore plus là, quand t'es là, puis tout le power il part, puis là, toutes ces affaires-là qui arrivent, ça doit vraiment pas être cool. C'est sûr. D'ailleurs, il y avait un couple de Canadiens qui étaient à bord. Ouais. Ils disent qu'ils ont fait ni une ni deux, là, sont partis à leur cabine, ils ont ramassé toutes les affaires qu'ils pouvaient, en plus de leur veste de sauvetage, de leur gilet de sauvetage, puis ils sont dirigés vers des canaux de sauvetage qui étaient au 4e pont. OK, du monde des Canadiens. Ils sont vite. Ils sont vite, les Canadiens. Les portes dans les cales, où il y a les moteurs et tout ça, il y a des portes anti-inondation, là, des gros shutters. Bon, on les voit dans Titanic, Nicolas. Ouais, c'est ça. Se sont fermés, toutes correctement, sauf la numéro 12 qui est restée prise. Est-ce qu'elle est restée prise parce qu'il y avait quelqu'un qui est resté pris dedans? Mais en tout cas, l'histoire ne le dit pas, là, puis ils n'ont pas retrouvé de cadavre coupé en deux. OK. Fait que, probablement pas. Parce que, excuse-moi, là, mais dans Titanic, il y a ça, là, il y a le gars qui passe son pied, là, puis la porte se ferme, là. Oh my God, que ça fait peur. OK, excusez. Ouais. Sur le pont, le capitaine va appeler la salle des machines. Ça entend que le bateau commence à chavirer un petit peu. Et l'ingénieur en chef, un certain Giuseppe Pilone, va lui dire que l'eau est en train d'envahir la salle des machines, puis vraiment beaucoup d'eau. Là. C'est pas une petite affaire. Pas tout de suite au début, là, mais éventuellement, c'est tout séparé aussi en compartiments. Donc, tu sais, chaque moteur a un compartiment, puis tout ça, c'est pour ça qu'il y a des grosses portes qui peuvent... Bon, puis éventuellement, il y a 5 compartiments qui vont être inondés. Mais là, tu sais, Giuseppe, il envoie juste 2 à ce moment-là qui sont inondés. C'est ça, parce que tant que c'est pas après l'incident ou l'accident, tu sais pas c'est quoi l'ampleur de la scratch et de l'ouverture et à quel point l'eau rentre. T'sais, oui, le bateau a shaké, mais tu le sais pas si c'est juste « oups », puis on a le temps de se rendre où est-ce qu'il faut se rendre ou « oh my God », c'est ça. Fait que c'est pour ça, lui, il appelle son ingénieur, fait comme « ça rentre comment? » Puis là, il fait « man, ça rentre dans 2 compartiments. » Il fait comme « OK, c'est floodé au complet, là. C'est floodé au complet, mais 2. Ah, c'est OK. Ça. Là, tu sais, les moteurs, les panneaux électriques, tout ce qui fait fonctionner le bateau est sous l'eau, là. Fait que c'est fini, là. Puis ouais, tu sais, tu vois pas nécessairement, hein. Mais non. Tu sais, là, t'es en haut sur le pont. Puis aussi, tu sais, on se demande, tu sais, des fois, quand tu regardes les gros navires, il y a comme des espèces d'ailes là, qui sont super plus larges que le bateau. Là. Oui. Ça, c'est pour les officiers qui puissent aller au bout puis voir justement sur le côté du bateau. Ben, tu sais, même à ça, tu verras pas les scratchs, là, mais tu sais, au moins pour diriger le bateau, tout ça, ça aide. Mais tu sais, pour revenir à notre parallèle tantôt, là, quand c'est comme si t'étais chez vous puis tu veux savoir qu'est-ce qui se passe 2 coins de rue plus loin. T'appelles, là, parce que juste y aller, ça va te prendre 15 minutes. Là. C'est sûr. Puis en plus de ça, tu peux pas juste te pendre, là, non, c'est ça. comme Rose sur le bout du bateau, faire comme, voyons ce qui se passe sur le côté. Non, c'est pas même ça marche. C'est ça. Donc, c'est ça. Le capitaine va demander un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, l'ingénieur va vraiment lui dire, non, c'est une catastrophe. On va couler, là. Wow. Parce que les compartiments aussi, c'est fait pour qu'un bateau va pouvoir flotter. Puis là, j'ai fait une couple de recherches. Je ne suis pas tout à fait certain, là, mais ce genre de bateau-là, à 4 compartiments flottés, tu tiens encore, mais c'est le maximum. Fait que tu peux avoir... C'est pour ça qu'ils sont séparés. Mm-hmm. C'est tant que tu n'as pas plus que 4 compartiments qui sont flottés, ton bateau va tenir debout. Ah, OK. Fait que 2, c'était une bonne nouvelle. Ben 2, c'était correct, là, mais il n'y a plus rien qui marche pareil sur le bateau. C'est ça. Ça va pas très bien. Le capitaine va se préparer à faire une communication aux passagers et je vais vous la lire parce qu'on a l'enregistrement. En italien. Oui, c'est ça. Bonjour, non, c'est... Je vais te la lire en français, c'est une traduction libre. Okay? D'accord. De la part du capitaine, nous tenons à vous informer que suite à un problème électrique qui est actuellement sous contrôle, nous sommes présentement sans électricité. Nos techniciens travaillent à résoudre la situation. Nous vous informerons des développements tout au long du rétablissement. Merci de votre attention. C'est un tissu de mensonges. Oui, mais il y a plein de passagers qui ont déjà commencé à abandonner le navire. Abandonner le navire? Oui, ben, tu sais, à prendre les canaux de sauvetage puis sacrer leur camp. Ouais, ça a commencé assez de bonne heure. OK, attends.
Tu peux faire ça toute seule en tant que passager, prendre un canot de sauvetage. Il doit y avoir du monde qui ont aidé, fait, là, tant pis. du staff ou quelque chose comme ça. Moi, là. je m'en vais. Ouais. Mais peut-être juste avant la communication aussi. Là. Wow, ça devait c'est assez flou là, parce que c'est le bordel là, sur le bateau. C'est ça. Ça devait tanguer puis ça devait faire peur. Ouais. Mais j'aurais fait ça, moi. Sérieusement. Ouais. Tu prends pas de chance. Non. Au pays, tu retournes. C'est tout. That's it. 15 minutes après avoir frappé les roches, le capitaine va finalement se décider à appeler le centre d'urgence de la compagnie Costa Cruises. Parce qu'ils ont quelqu'un là-bas qui est en charge, je suppose, de gérer tous les bateaux qui sont en fonction. Là. Fait que le capitaine va l'informer. Il a appelé CA. Ouais, c'est ça. Peux-tu me faire tower? Un petit problème. Le capitaine va appeler le responsable et va lui affirmer qu'il y a juste un compartiment qui est inondé, puis que c'est pas une raison de paniquer, puis que le bateau n'est pas en danger de couler. Qui dit ça? Le capitaine va dire ça au centre de contrôle de la compagnie Costa Cruises. Mais Colin, ouais. Il est bien pas fiable, ce capitaine-là. Non, pas bien. Je pense qu'il voulait pas perdre la face. Moi, je pense qu'il avait peur de sa femme. Ah, puis il voulait pas qu'elle sache qu'il y avait une maîtresse. Il s'est dit, si on coule, ça va sortir. Ça se peut. Moi, je suis prête à mettre 3000 personnes en danger pour pas m'avoir un divorce. Ça se peut, hein, c'est même pas impossible. Fait que là, il est rendu 22 heures. Okay? Dans la prochaine demi-heure, les deux hommes, donc le responsable de Costa Cruises puis le capitaine, vont se parler à plusieurs reprises. Éventuellement, Schettino, le capitaine, va avouer qu'un deuxième compartiment a été inondé. Qu'en réalité, c'était 5 compartiments qui étaient inondés. Puis que le bateau était en train de tanguer puis qu'il allait couler. Excuse-moi, mais ça me fait penser à un gars qui a trompé sa femme puis qui fait... Shit. Ben, tu sais, qui fait comme... Ouais, ben c'est ça, là, on a dansé ensemble. Ouais, ben c'est ça, finalement, on a frenché. Ouais, finalement, on a frenché longtemps. Ouais, finalement, on n'a pas juste frenché. Tu sais, on dirait qu'il va par étapes, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens. OK, c'est peut-être parce que tu m'as dit qu'il était avec sa maîtresse que j'arrête pas de penser à ça, mais moi, je trouve qu'il a l'air d'un méchant menteur, ton capitaine. Mais tout le long, en plus, il est sur le pont avec lui, là. Ah oui? Oh, ouais. Mais mon Dieu, qu'elle vive sa vie, pauvre enfant. Je sais bien. C'est parfait. Elle a le droit, excusez, je porte un jugement. Je sais pas si elle a le droit, mais en tout cas, elle est là. Elle est là. Le bateau, par exemple, il y avait un momentum quand il a crashé. Fait que, il continue quand même sur sa course, fait en s'éloignant du bord. Fait que, le capitaine, lui, il a un choix à faire. Là. Fait qu'il se dit que ça va être beaucoup plus facile d'évacuer le bateau si on retourne proche du bord que faire un secourage, là, je sais pas, que secourir le monde en mer, un sauvetage en mer. Ouais. Fait que tu sais, puis là, cette partie-là n'est pas super claire. Là. Il y a des articles qui disent que le capitaine il aurait réussi à ramener le bateau. Puis il y a d'autres articles qui disent que c'est vraiment juste comme le courant qu'ils ont ramené. Là. Mais finalement, le bateau va revenir vers le bord de l'île de Giglio. OK. Et va finir par pogner le fond, là, tu sais. Oh! Fait que là, il va arrêter comme pas trop loin. Là. Il va juste... Comme une chaloupe. Il a fait une chaloupe, il a pogné le fond, puis il a arrêté là. Il a arrêté là. Ben, coudonc. Ouais. Pendant ce temps-là, sur le bateau, il y a un couple de passagers qui contactent leur fille qui se trouve en Italie. Puis va leur dire que le bateau est en train de chavirer puis que ça va pas bien. Et elle, la fille, va appeler les autorités et les médias. Good. Ouais. Donc, vers 22h15, le capitaine de port, fait que c'est le responsable comme de la garde côtière, va appeler, suite à l'appel de la fille, va appeler le capitaine Schettino. Et Schettino va l'informer que c'est seulement une panne d'électricité, un blackout, puis qu'il n'y a rien à... Il n'y a aucune raison de paniquer. OK. Schettino, là, il aurait pas à avoir son étoile sur le trottoir des champions de la semaine. Oui, tout à fait. Hey, c'est fâchant! Méchant. C'est un bullshitter. Ouais. Wow! Le capitaine de port, fait que la garde côtière va lui demander si il a avisé les passagers de mettre leur gilet de sauvetage puis de se préparer à évacuer. Puis Schettino va réaffirmer que non, c'est correct, c'est juste un blackout, puis il va raccrocher le téléphone. Ben voyons donc. Ouais, mais la garde côtière, elle se laisse pas berner, là. Elle dit, elle en a déjà vu d'autres, puis il va envoyer des bateaux de la garde aller voir qu'est-ce qui se passe sur place. Okay. Parce qu'il dit que ça arrive souvent qu'il y a du monde qui veulent garder la face, puis ils veulent pas montrer qu'ils ont mal fait, puis tout ça.
C'est ça. Mais c'est une question d'honneur aussi. Le capitaine, tu sais, en tout cas, je pense que ça vient qu'un ego. Puis, ouais, tout à fait. C'est ça. Ouais. Un gros ego, puis lui, il voulait pas perdre la face. Puis, fait que c'est ça, la garde côtière doit être habituée des legs du monde de même. Je sais pas que tous les capitaines sont comme ça, loin de là. Mais ils ont peut-être senti qu'ils voulaient pas perdre la face. Sauf qu'il y a 4200 passagers à bord. Ben, exactement. Ouais. Après quelques appels entre eux autres, le capitaine Scatino va finalement avouer que le bateau, il prend l'eau. Puis la garde côtière va demander: avez-vous besoin d'une évacuation? Puis le capitaine va revenir en disant: non, juste une remorque pour nous aider à se déplacer. Oh, il veut vraiment pas. Ouais. Puis, tu sais, il a demandé à son staff aussi d'essayer de contrôler les passagers. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, tout le staff va indiquer aux passagers que tout va bien, qu'ils peuvent se diriger vers les lounges. Tu sais, puis il va y avoir d'autres communications qui vont venir, mais que, tu sais, il y a pas de trouble, il n'y a pas rien. En même temps, tu veux pas que le monde panique trop, là. Non, ça, c'est Sauf sûr. que, il me semble qu'il n'est pas trop tôt non plus pour commencer à évacuer. À 22h40, il y a les premiers bateaux qui vont arriver pour aider l'évacuation des passagers. Fait que les bateaux de la garde côtière. En même temps, le navire, lui, continue à dériver, puis va frapper, c'est ça, le bord. Et le bateau va se mettre à pencher encore plus après avoir frappé le bord. Wow! Ouais. Puis c'est environ 15 minutes plus tard, vers 23h, donc 1h15. Oui, mais ça va crash, vite, ça va vite. Oui, mais c'est 1h15 après avoir une scratch de 150 quelques mètres sur le bord de ton bateau. Oui. Que ton bateau, la cale est pleine d'eau. Fait qu'1h15 plus tard que le capitaine va donner l'ordre d'évacuer le bateau. Ah oui, non, mais ça, c'est beaucoup trop tard pour donner l'ordre, mais le bateau coule relativement vite. C'est ça, je veux dire. Ça va vite. Oui, quand même. Puis là, le bateau, il penche tellement que c'est rendu impossible d'évacuer avec tous les canaux de sauvetage de ce côté-là. C'est ça, le côté qui est en haut ou le côté qui est en bas? Le côté qui est en bas, probablement, je sais pas. OK, il y a en tout cas, il y a un côté qui est inutilisable. Oui, c'est ça, parce qu'au final, puis ouais, c'est une bonne question, mais c'est pas renseigné quel côté était plus bon, mais il était carrément à la verticale. Ah, ben ça doit être le côté en haut, là. Tu peux pas comme le canot. Ouais, mais le côté qui est en bas aussi, tes canaux sont en dessous de l'eau, là, je sais pas. Ben, ouais. Ah, peut-être, t'as raison, je sais pas lequel, mais c'est sûr qu'il y a un côté même les deux côtés, ça doit être difficile. Ouais, c'est ça. Là. Mais oui. Mais ouais, ça a été un foutu bordel évacuer le monde. Mais au moins, ils sont près de la côte. Fait que, tu sais, les bateaux qui étaient déjà partis ou, tu sais, les bateaux qui repartent, finalement, vont aller déposer les passagers sur la plage de l'île, puis vont repartir vers le bateau pour aller chercher d'autres mondes. À 23h20, fait que 20 minutes après avoir donné l'ordre, le capitaine va quitter le pont du navire. À 23h33, le reste, 13 minutes plus tard, le reste de l'équipage va quitter le pont du navire. Et à bord, il reste encore plus que 300 personnes. Il quitte le pont, qu'est-ce que ça veut dire? Il prend un canot? Il quitte le pont du navire. Fait que tu sais, le centre de commandement, là. Ah! Non, ben dans ma tête, le pont, c'était... En tout cas. Ouais, ben quand je dis pont, c'est genre le bridge. En tout cas, c'est où est-ce que le capitaine puis toutes les machines puis tout ça. Mais il est encore sur le bateau. Non. Non. C'est mon prochain punch. 20 minutes après que le capitaine est parti, le garde de côtière va contacter le capitaine par téléphone. Puis il semblerait qu'après avoir s'être changé de son habit de capitaine dans un complet 3 pièces, le capitaine dit qu'en aidant des passagers, il aurait accidentellement tombé dans un canot de sauvetage et serait parti avec le monde vers la plage. Oh my God! Ouais. Accidentellement, pauvre lui! Il a comme glissé sur une peau de banane, il est tombé dans le bateau. Qui a sauvé la vie. Il s'est dit, tant qu'à être dans un canot de sauvetage, je trouve aussi bien de partir. 100 ans après le Titanic, que le capitaine... 100 ans, année pour année. Hein? Ouais, exactement. 100 ans exactement après le Titanic, où est-ce que mythiquement, le capitaine, on ne sait pas ce qui est arrivé parce qu'on suppose qu'il est resté à la barre jusqu'à la fin. Dans le film, c'est ça qui a fait. Dans le film, c'est ça qui arrive. Les musiciens jouaient jusqu'à la fin. Je sais que c'est romancé, là. Mais où est-ce que le sens du devoir était mis de l'avant? Instagram arrive, les réseaux sociaux arrivent, Internet arrive. Et quoi? Schettino se pousse. Et il n'a aucun
Non. Ouais. Ah. Puis au téléphone, on lui aurait crié aux oreilles et c'est devenu une phrase mythique. Ah oui. Get the fuck back on board. Parce qu'ils l'ont rejoint? Ouais, ben, ils ont son téléphone cellulaire, Ben je non! suppose. Puis il parlait, là, puis il était sur le bateau, puis il a fait « Ah, ben là, tant qu'à être ici, je vais me rendre jusqu'au pont, jusqu'au bord, genre, jusqu'à la plage. » Puis là, après ça, genre, il continuait à l'appeler, puis t'es comme « Non, je vais rester ici pour coordonner le sauvetage. » Puis comme « Non, mais j'aide ici le monde sur le bord de la plage. » Puis « Non. Puis là, à chaque fois, il était comme « Get the fuck back on board. » Puis c'est devenu une phrase tellement célèbre qu'en Italie, là, pendant un certain temps, c'était viral. Là, le monde avait des t-shirts de ça. Le monde, il mettait ça comme sonnerie de cellulaire. Get the fuck back on board. Ah, c'est donc. Mais... Ouais. Et là, il y avait encore 300 personnes sur le bateau. Ouais, c'est ça. Fait que, mais au final, il y a comme plus de 25 bateaux de la garde côtière, 14 bateaux marchands, plusieurs hélicoptères qui faisaient qui participaient à l'effort de sauver tout le monde. 32 personnes sont mortes. Oh. Dans le naufrage de différentes façons. Là. On n'a pas les détails, là, mais on suppose des accidents, des... Touristes ou personnel? J'ai pas le détail non plus de ça. Il y aurait un corps qui aurait été trouvé 2 ans plus tard. Ah. Ouais. Quand on finit par démonter le bateau. C'est triste. 1 mois après le crash, c'est ça, les travailleurs commencent à extirper le pétrole du bateau. Plus de 2000 tonnes. Ça a pris 1 mois à vider juste le carburant. Puis le démantèlement du bateau, là, ça a pris 2 ans, je pense, juste le remettre droit, patché, pour être capable après ça de le remorquer à l'extérieur puis le démonter. Là. J'en doute pas, parce que c'est une tragédie humaine, c'est une tragédie environnementale. Ouais, c'est ça. Puis il y avait, pendant tout ce temps-là aussi, qui était dans l'eau, c'était une véritable chasse au trésor pour même les compagnies qui étaient en charge de s'occuper de la carcasse de bateau. Tout le monde volait là, de l'argent, premièrement, des chips de casino, des pièces d'or, des morceaux d'or, en fait, plein d'affaires qui valaient des fortunes. Des bouteilles de vin. Ouais, c'est ça. Fait, c'est des affaires, ouais, c'est du cognac, de l'alcool là, qui vaut cher. Oui. Puis, soit qu'ils gardaient pour eux pour des collections ou ils revendaient, c'est ça, sur eBay, tout ça. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des boutiques très haut de gamme sur les bateaux de croisière. Moi, j'en ai déjà fait une. Là. Ils se vendent, il y a des bijouteries, on peut acheter des bouteilles de vin, des bouteilles d'alcool hors de prix. Les gens ont de l'argent aussi, mais ils vendent le luxe aussi. Donc, oui, il y a toutes sortes de choses. Il aurait même volé la cloche, la grosse cloche là, du bateau. Ouais. Quelqu'un qui a volé ça. Ah, les gens n'ont pas d'honneur. C'est effrayant. Les compagnies responsables de récupérer les pièces, c'est ça, vont même se mettre, se faire prendre la main dans le sac. Ah oui. Ouais. Et bon, des poursuites. Puis ensuite, ben c'est ça, il y a les procès. Donc, en premier lieu, on va attaquer en cours la compagnie qui est responsable, fait Costa Cruises, qui va tenter de se défendre en mettant tout sur le dos du capitaine. Costa Cruises, on se rappelle, c'est la compagnie de la compagnie sœur. En tout cas, une sous-compagnie de Carnival, vont finir par s'entendre avec la Cour pour payer une amende de 1 million d'euros et les libérer de toute, de toute autre accusation possible. Puis Scatino, le capitaine, et les autres officiers vont avoir un procès aussi. Et les médias en disent que c'est un procès d'une ampleur titanesque. Fait que tous les autres membres de l'équipage qui avaient été impliqués, c'est le monde qui était avec lui et qui aurait participé à ça, vont accepter l'offre du procureur, là, peu importe, là, de la cour, pour avoir une sentence réduite en échange de fournir toutes les preuves puis des témoignages contre le capitaine. Fait qu'il voulait vraiment le capitaine. Ouais, c'était un peu scapegoat, là. Chasse aux sorcières. Ouais, une chasse aux sorcières. Il y a comme un peu le prix de blâme. En même temps, c'est complètement à lui. Là, le reste du monde suivait un peu ses ordres. En même temps, il n'y a pas personne qui a comme appelé en plus pour faire connaître c'est de la bullshit, là, mais... Non, mais le pire, c'est qu'il a menti. Ouais. C'est ça. C'est qu'il a comme empiré la situation de par ses mensonges. C'est ça le problème. Donc, en moyenne, les autres vont recevoir 3 ans de prison pour homicide involontaire. Ah. Le capitaine, lui, un procès de 19 mois. Après s'être fait traiter principalement d'idiot là, par la Cour, va se défendre en expliquant comment ses actions auraient plutôt sauvé des vies et que c'est pas de sa faute. C'est plus de la faute de l'Indonésien qui comprenait pas les ordres
en anglais ou en italien. Mais il va finalement être reconnu coupable de toutes les charges contre lui, dont avoir causé un naufrage, avoir menti aux autorités, avoir abandonné le navire et pour multiples comptes d'homicide involontaire. Il va recevoir une sentence de 16 ans de prison. Il a fait appel 2 fois sans succès. Et sa sentence a débuté en mai 2017. Oh my God! Et c'était l'histoire du Costa Concordia. Oui, et du capitaine mythomane. Ouais, et du capitaine italien Schettino. Schettino qui compte des menteries. Schettino. Qui aime ça, compter des menteries. Ouais, c'est pas... C'est pas Schettino, c'est Pinocchio. Ça n'a pas de sens. Pas très fin. Oh my God! Oui, merci. Ouais. Mets des liens, des sources, mais je rajouterai des liens aussi là, de photos puis de OK. ça, là, Sur crimetonic.com? Ouais, sur le site. Sur le site. Je vais en mettre aussi sur... envoie-moi-les. Je vais les mettre Okay. sur Instagram quand l'épisode va sortir. Oui, c'est le fun, ça. Mettre ça sur Instagram. Il y a plein de photos aussi de après, là, quand le bateau il est comme abandonné là, pendant plusieurs années. Là. Ben, c'est le fun à voir là, quand même. Oui, puis ça devait marquer le paysage. Tu sais, on devait le voir, là. Oui. Mais l'île, là, justement, ils ont fait aussi des plaintes envers la compagnie pour être dédommagés parce que c'est une Giglio, là. Oui. C'est une ville qui a à peu près 1000 habitants. Oui. Puis là, il y a 4200 personnes qui débarquent sur la plage. Là, fait que ça l'a bourré l'île pendant un certain temps aussi. Là. Plus tu sais, la grosse épave de navire qui est restée devant leur île pendant 2 ans. Les travailleurs qui pillaient le monde. Oui, non, c'est du trouble. C'est du trouble fois 1000, ça, là. Ouais. J'ai pas trop de détails de comment ça l'a fini, là, mais il avait demandé à être dédommagé aussi. Ah, mon Dieu. Ça doit avoir fait partie du million là, en pénalité. Bon, donc c'est à mon tour. Oui, vas-y. Je te jase aujourd'hui de Sealand. Sealand. C'est un parc d'attractions? Non, c'est pas un parc d'attractions. Donc, l'histoire que je te raconte aujourd'hui provient de l'excellent livre La jungle des océans aux éditions Payot et Rivage. Payot et Rivage. T'as compris? Qui est écrit par Yann Urbina. Yann Urbina, c'est un grand reporter du New York Times qui est récipiendaire d'un prix Pulitzer. Je pense que tu peux le dire en français. Oui, je peux le dire en français. Avec d'autres collègues, il est récipiendaire d'un prix Pulitzer pour une enquête sur la prostitution. Donc, le livre que j'ai lu, qui est vraiment un bijou, qui est un livre documentaire très intéressant sur les dessous des lois qui régissent, ou plutôt l'absence de loi, qui prévaut, qui régit nos océans en eau internationale. Ah oui. Oui. Oui, c'est vrai ça. Dès que tu t'en vas plus loin, là, je sais pas c'est quoi, là, ça doit dépendre de chacun des pays, là, mais... Oui. À un moment donné, ils se battent plus avec ça. Là. Ils font comme, hey, tant pis, là, qu'est-ce qui arrive trop loin de chez nous, anyway, c'est plus à moi, puis il n'y a personne qui veut s'occuper de ça. Là. Exactement. Donc, tu as un pays et toi, ton territoire arrête, exemple, 3 km de la côte. Ah, c'est aussi peu que ça? Aussi peu que ça. Wow. Aussi peu que ça. Quand je pars en pédalo, faut pas que j'aille trop loin. No. Parce que faire pogner par des pirates. Ou tu peux aller très loin puis faire des atrocités. En pédalo. Tu pourras pas être accusé. Non, OK. Voici Nicolas qui s'en va faire des crimes en pédalo. Tu peux. T'essaieras de rattraper un autre bateau. Tu peux faire ça. Donc, honnêtement, ce livre-là, c'est fascinant. On parle de passagers clandestins, de torture, de pollution illégale. Même la pollution, tu sais, t'es pas supposé aller dropper mettons, il y avait des chapitres, justement, sur les bateaux de croisière qui allaient jeter leur eau usée. Et là, la question, c'est qui les accuse? Ouais, c'est ça. Parce que les eaux internationales, ça n'appartient à personne. C'est sûr que la compagnie qui fait ça, tu peux la poursuivre, mais il faut qu'une législation donnée te poursuive. Ouais. Et là, c'est des eaux internationales, ça appartient à personne. Il y a même pas une affaire genre l'ONU ou whatever qui pourrait dire... qui est responsable de ça. C'est weird, pareil. Ben, l'ONU, c'est comme le plus le droit des hommes, là, aussi, là, mais très peu. Ça arrive, mais c'est très peu. Ça appartiendra à personne tant qu'ils seront pas capables, comme, d'exploiter
Ah, mais ils sont capables d'exploiter. C'est ça le problème, c'est que c'est surexploité justement parce qu'il n'y a aucune loi qui régit. Ouais. Mais comme ils disent tout le temps, exemple pour la pêche illégale, c'est les poissons n'ont pas de pays d'attache, donc ils se promènent, donc le bateau suit les poissons. Mais c'est vraiment les eaux internationales sont le théâtre d'atrocités. Ouais. C'est pas le sujet aujourd'hui du podcast, mais c'est super difficile d'obtenir justice parce que elle se situe dans un flou juridique incroyable. Ben ouais. Donc, je vous encourage à lire ce livre-là qui est La jungle des océans de Yann Urbina. Vraiment. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire incroyable d'un homme qui s'appelle Paddy Roy Bates. OK. Donc, qui devait faire un cadeau de dernière minute pour sa femme, Joanne. OK? Donc, ce cadeau de dernière minute aurait pu être, Nicolas, mon Dieu, un bouquet de fleurs. N'importe quoi. Une boîte de chocolat, un super restaurant, une guitare électrique. Mais non, c'était mal connaître Paddy. Donc, on est en 1966. Je commence par te présenter le personnage. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Paddy Roy Bates est né à Londres dans la première moitié du 20e siècle. Donc, à 15 ans, il rejoint les brigades internationales pour lutter aux côtés des républicains durant la guerre civile espagnole. Ensuite, il est engagé dans les forces britanniques où il devient rapidement le plus jeune commandant de l'armée. OK. Pas un tout nu. Pas un tout nu, non, c'est quelqu'un qui a du courage. Il se bat durant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Italie. Il a, entre autres, été blessé par une grenade qui a explosé près de son visage. Il a survécu à un écrasement d'avion. Il a réussi à se sauver lorsque les Grecs fascistes l'ont capturé. Ah, ben ouais. Ouais. On peut affirmer que Paddy Roy Bates n'a pas froid aux yeux. Non, c'est rough and tough. Ouais, c'est un mâle. Ah ouais. Comme je te disais plus tôt, on est le 24 décembre 1966. Ouais. Paddy cherchait, c'est pas clair si c'est un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël. Honnêtement, il y a des places qu'on parle d'un cadeau d'anniversaire. En tout cas, un cadeau de dernière minute pour sa femme Joanne. Il a décidé de partir de chez lui en pleine nuit. Il a pris la mer dans un petit hors-bord et il s'est rendu à 11 km des côtes anglaises. OK. Se trouvait à cet endroit une vieille plateforme anti-aérienne désaffectée, toute rouillée. De l'armée, probablement. Là. De la Royal Navy. Il devait connaître ça. Là. Tu prends pas ton bateau de même, à moins qu'il voulait se suicider parce qu'il n'y avait pas de cadeau pour Noël. Non, mais à 11 km, tu la vois, là. Ah ouais. Mais oui, il devait connaître ça. Il faisait partie de l'armée. 11 km, tu la vois. Ouais, ça dépend de où. Là. Ah, peut-être pas. En 68. Mais lui, il la connaissait parce que, je vais te le dire plus tard, il possède une flotte marchande. Okay. Maintenant qu'il n'est plus dans l'armée. Maintenant, il n'est plus dans l'armée, il possède une flotte marchande. Okay. Donc, il sait non seulement c'est quoi, donc c'est une plateforme anti-aérienne, il sait c'est quoi, mais en plus, il passe à côté avec sa flotte marchande. Donc, il sait qu'elle existe. Il l'escalade à l'aide d'un espèce de gros crochet de métal, là. Tu sais, les gros crochets. Comme dans les films. Il l'a lancé, là, ça l'a accroché exact. En haut. Oui. Ah ouais. Il avait ça un grappin. Fait que là, c'est ça. Et d'une corde, et il la déclare conquise. OK. That's it. Donc, Paddy veut la nommer Sealand, puis l'offrir à Joanne. Fait que jusque-là, tu te dis, sérieux, il était un peu cocktail. Ouais, c'est ça. C'est une histoire de brosse qui finit mal. Et voilà. Tu sais, il est un peu cocktail. Mais il est sérieux, là. Il part, il est équipé. Il part, il sait où s'en va. Mais... Il pogne son grappin et sa corde. Ouais. Monte en haut, plante son drapeau. Puis il calait le dé. Oui. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a une idée, là. Tu sais, quelqu'un qui est, Ouais, c'est ça. rivé sur une idée. Il dit pas des affaires deux fois. Non. Bon, premièrement, qu'est-ce que fait cette plateforme à 11 km des côtes britanniques? Cette plateforme est en fait une HFM, donc un fort de Sa Majesté. Ah, OK. Oui, en anglais, un fort de Sa Majesté, HFM. Donc, ça appartient à la couronne. HMF. Ben, eux, ils disent un HFM. Ah ouais, OK. Ouais. Ça appartient à la couronne, bien évidemment. Son véritable nom, c'est Rough Tower.
OK. Parce que on l'appelle Rough de son petit nom. C'est un ensemble, Rough fait partie de l'ensemble de, c'est pas clair selon les sources, 4 ou 5 tours qui ont été construites durant la Seconde Guerre mondiale par la Royal Navy pour surveiller la présence allemande dans la Tamise. Donc, ça a été construit en béton armé, en cale sèche, avant d'être remorqué jusqu'à l'endroit souhaité. Ah, OK. À l'endroit souhaité, on la coule sur des bancs de sable et seule la partie utile est visible au-dessus de la mer. OK. Et on peut construire dessus. Donc, les tours totalisent 4500 tonnes, 7 niveaux parfois qu'on va construire pour tout le personnel nécessaire. Oui, ça peut être assez... C'est gros, là. C'est pas une plateforme 10 pieds par 10 pieds. Là. Non, c'est gros. C'est assez gros comme... Je pense qu'il disait 2 gros terrains. Il y a 11 pièces là-dessus. Damn, OK. Ouais, c'est quand même assez gros. Donc, la plateforme qui nous intéresse, Rough, a déjà été le lieu de travail de plus de 100 hommes. OK. Oui, donc avec... C'est pas petit. Non, une cafétéria, un centre de contrôle, oui, avec de l'équipement. Là, il y a encore des buildings, encore des affaires ou... Oui, mais il fait froid. C'est abandonné. C'est abandonné, c'est pas beau, il n'y a pas de ventilation, c'est lettre, là. Il pensait que sa femme allait aimer ça. Il trouvait ça trippant. C'est une belle... c'est comme un beau geste, là. Ouais. C'est une belle offrande. Mais ça dépend. C'est comme quand ton chien, il te rapporte un remords. Là. C'est pas comme, mal ça. Oh, merci. Wow! Un beau cadeau. What a tard. Donc, Rough a déjà été le théâtre, comme je te disais, du lieu de travail de 100 hommes et supporté l'équipement militaire important. Donc, comme 4 canons anti-aériens. Dans le temps, il y avait 4 canons anti-aériens. Il en restait dessus? Non. Non, ça, on partait avec tout. Ouais, il n'y avait pas de canon, en tout cas pas fonctionnel. Là. Visuellement, on parle de 2 cylindres, comme 2 tours jumelles. OK. Et il y a une plateforme qui relie les 2 cylindres à 18 mètres au-dessus du niveau de la mer. OK. Donc, visuellement, là, on dirait 2 gros... Tu sais, l'espèce de cylindre en béton quand tu construis une galerie, là? Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Fait que 2 énormes cylindres avec une plateforme par-dessus. OK. C'est ça qui est ça. Donc, c'est en hauteur. Pour surveiller, là, c'est fantastique. Ouais. On peut poser des avions, des hélicoptères dessus aussi. Wow. C'est assez gros. D'ailleurs, ils vont installer des mâts hyper hauts et très gênants pour les hélicoptères. OK, donc, pour pas qu'il y ait personne qui vienne se poser. Et voilà. Donc, la plateforme Rough est devenue désuète après la défaite de l'Allemagne et a été désertée par la Royal Navy. Quand l'Allemagne a perdu. 20 ans plus tard, c'est une vieille plateforme rouillée qui se faisait malmener par le vent. Comme je t'ai dit, lui, il la connaissait parce qu'il faisait partie de l'armée britannique puis parce qu'il y a une flotte marchande. Ouais, c'est ça. On s'en doute, les autorités britanniques ordonnèrent à Paddy de quitter sur le champ la plateforme. Ouais, parce que les autres, c'est comme leur propriété. Exactement. Ouais. Mais c'est la propriété de la couronne. Exactement. Mais ça n'a pas fonctionné. Non. Non. Paddy était très têtu. Donc, oui, c'est un cadeau pour sa femme, mais ça a l'air d'être pas mal son joujou. Il stocka rapidement des conserves sur la plateforme et entreprit d'y passer le plus clair de son temps, parfois plusieurs mois d'affilée. C'est ça le cadeau à sa femme? Oui, c'est ça! Il s'est trouvé une place pour aller sacrer son camp. Ça n'a pas de sens! Donc, il va passer plusieurs mois d'affilée sans revenir à la terre ferme. Ah ouais? Ouais. Et il inaugura une station pirate. C'était ça son premier projet. Parce que il faut comprendre qu'on est en 1966 et à ce moment-ci, dans les années 60, la BBC avait le monopole des ondes et les succès qu'elle jouait ne plaisaient pas à tout le monde. Ouais. La nuit, elle jouait, il disait les Beatles, en tout cas. Puis c'est pas tout le monde qui aimait ça, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les Beatles. Mais lui, ça lui plaisait pas. Donc, il y avait des jeunes un peu frondeurs qui avaient commencé à installer un peu partout des radios clandestines qui étaient rapidement fermées. Donc, Paddy en avait déjà installé une, mais elle avait été rapidement fermée par les autorités parce qu'elle était en territoire britannique. Ouais, c'est ça. Fait que la première chose qu'il a faite, c'est de partir, d'installer une radio pirate. Les eaux territoriales britanniques, c'est 3000 de la côte. OK. Et au-delà de ça, c'est Freeland. C'est Freeland. Free sea.
Ouais, ben c'est pas toujours Sealand, mais effectivement, c'est plus... non, c'est ça, c'est les eaux internationales. Hein. Et voilà. Donc, la plateforme Rough, qui est maintenant appelée Sealand, ne se trouvait pas sur le territoire britannique. Il a dit à sa femme, ouais, tu dois être chanceuse. Est-ce que tu te trouves chanceuse d'avoir une île à toi toute seule? Et sa femme, Joanne, a dit, en blaguant, ouais, mais tu sais, c'est plate parce que, tu sais, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de palmier, puis il n'y a pas de drapeau. Ah ouais. Il n'en fallait pas plus à Paddy pour se dire, ah ouais. Challenge accepted. Hold my beer. Hold my beer. Donc, il a décidé de fonder la nation de Sealand avec la devise suivante et Mare Liberta, qui signifie de la mer vient la liberté. La nation Sealand était érigée en principauté. Qu'est-ce que c'est? La principauté, ça veut dire que c'est un petit État indépendant qui est dirigé par un monarque, un roi. Donc, Paddy. Rapidement, Sealand a eu son passeport, son blason, no joke. Mais c'est population 2, là? En gros, oui. Donc, il a émis des passeports à sa famille, à quelques personnes. Ils ont eu un fils qui s'appelle Michael. Mais oui, mais lui, son but, c'était que il était le roi. Ben ouais. Et que Sealand avait son passeport, son blason, donc avec ses signes distinctifs, et genre son un lion, drapeau. Là, puis un bouclier, puis... À peu près. Et son drapeau et sa monnaie à l'effigie de sa femme. Ah, cool. Ouais. Alors, au moins, il a fait quelque chose pour sa femme. Sauf l'abandonner pour plusieurs mois pendant qu'il mange du spam sur sa plateforme toute seule. C'est écœurant. C'est le pire cadeau empoisonné. Ça n'a pas de sens. Plus tard, Sealand a eu sa page Facebook, son compte Twitter et sa chaîne YouTube. Plus tard? Oh, oui. Attends, là, plus tard, genre 40 ans plus tard? Attends, je m'en viens. À moi qui ai inventé Facebook. Puis que... Non, attends, je m'en viens. Là, tu vas me dire, franchement, les autorités britanniques pourraient facilement reprendre la plateforme, là. Ouais, mais à un moment donné, t'as rien à foutre là, d'un petit cul là, qui fait ce qu'il veut à 11 000 la côte. Ouais, mais si tout le monde commence à faire ça, faire des pays sur des plateformes. Ouais, on se dit tout le temps ça, mais il n'y a personne d'autre qui va se faire ça. Non, c'est ça, je me dis. Mais juste à dire, les autorités ont tenté à plusieurs reprises de reprendre le contrôle de cette plateforme avec la force. Donc, Paddy Roy Bates et sa famille l'ont toujours défendu avec acharnement. Quand je te dis avec acharnement, ils ont tiré en direction des forces de l'ordre. Ils leur ont lancé des cocktails Molotov. Mais voyons donc. C'est la guerre. Des énormes blocs de béton directement sur leurs embarcations, puis à chaque fois qu'il y avait une échelle qui s'accotait, ils la poussaient. Tu sais, c'est en hauteur. Non, mais attends, là. Ils n'ont pas mis trop d'efforts, là. Je te jure. Les Britanniques, là, c'est comme la plus grande force navale, genre, tu sais, pendant comme toute la vie, là. Ils ont vraiment essayé. Ils peuvent arriver avec 14 destroyers, là, puis écraser son île. Sans faire de mort. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils voulaient... Ils ont pensé la chavirer. Ils ont pensé comme vraiment la bombarder. Ah oui. Mais ils voulaient pas faire d'infusion de sang. Fait qu'ils ont essayé par la force, mais la force comme raisonnable, et ça n'a jamais fonctionné. Donc, la Grande-Bretagne là, était comme pas capable de venir à bout d'une bande de voyous. Bref, qui avait pris... juste les empêcher de se ravitailler. Ils tiraient dessus, juré. Ouais. C'est ça, c'est oui, c'est ça, ils tiraient dessus. À un moment donné, il y a même des travailleurs ouvriers, j'en parle un peu plus tard, qui sont venus réparer une balise. Puis il a comme pensé qu'il se faisait attaquer, puis leur a tiré dessus. Ah ouais? Oui. À ce moment-là, il faut penser que la Grande-Bretagne avait peur d'un nouveau Cuba. Donc, Cuba, qui est un État comme dans les communistes indépendants, ne voulait pas, et c'est ce qu'il formulait, ne voulait pas d'un nouveau Cuba aux portes de la Grande-Bretagne. Ouais. Donc, il voulait absolument s'en débarrasser. C'est ça qui était écrit dans les documents qui ont été déclassifiés des années plus tard. Donc, ils ont vraiment essayé de le prendre sans faire trop de scandale, mais ça ne fonctionnait pas. Ils résistaient vraiment. C'est effrayant. Oui.
Donc, Sealand a permis de changer la jurisprudence en quelque sorte et cela a été très lourd de conséquences. Donc, comme je t'ai dit, il y a des ouvriers qui ont quand ils révisaient la balise près de Sealand, Michael, le fils de Paddy, parce qu'à ce moment-là, Paddy avait un fils, Michael, qui avait une 20aine d'années, il l'a retiré dessus pour rappeler à ces gens la souveraineté territoriale de Sealand. Donc, à ce moment-là, le gouvernement britannique a porté plainte contre Michael, mais le tribunal a jugé que les actes avaient été commis en dehors du territoire de la juridiction britannique. Donc, selon les premiers principes de la souveraineté, un pays ne peut pas appliquer ses lois à l'extérieur de son territoire, ne peut appliquer les lois qu'à l'intérieur de ses frontières. Et donc, le jugement a été lourd de conséquences pour le système juridique britannique et a donné de la confiance à Paddy, le roi de Sealand. Donc, il a déclaré dans les médias que lui, il pouvait commander un meurtre à Sealand s'il le voulait parce que là-bas, c'est lui qui faisait les lois. Donc, c'est un sensationnalisme, mais c'est pour montrer que moi, je fais ce que je veux parce que c'est mon pays. Le 25 septembre 75, le roi Bates, le prince roi Bates, présente la constitution de la principauté de Sealand qui a été rédigée par son premier ministre. Son premier ministre, c'est un certain Alexander G. Aschenbach. OK. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser à sa plateforme. C'est sûr. Rendue en 75. Et Alexander Aschenbach en est un. C'est un riche homme d'affaires allemand qui... vraiment, lui, il tripe sur Sealand. Parce que il est vraiment investi. Il veut renoncer à la nationalité allemande pour devenir Sealandais. OK. Vraiment. Donc, lui, il veut faire reconnaître Sealand de façon officielle. Il a écrit la Constitution. Pourquoi pas? Ouais. Fait que c'est ça qu'il a fait. Et il l'a envoyé à 150 États et aux Nations Unies et leur demanda de la ratifier. Ça a été refusé. Parce que un tribunal de Cologne jugea que la plateforme ne faisait pas partie de la surface de la Terre, qu'elle n'avait pas de vie communautaire et que son territoire n'était pas viable à long terme. Donc, à cause de ça, ça ne fait pas être un pays. Là, naturellement, dans toute cette histoire, il y a des intérêts financier. Parce que Aschenbach voulait créer un énorme projet de casino. Ben oui. Un genre de paradis fiscal aussi, c'est facile. Tout à fait. En construisant une boutique duty-free, une banque, une poste officielle, un hôtel-restaurant, des appartements qui ne seraient pas sur la plateforme proprement dite, mais peut-être reliés à la plateforme. Ouais, parce que là, tu peux pas agrandir ton territoire non plus. Ben, tu pourrais. Tu pourrais. Rien qui empêche. Là, toute ta fondation tient sur deux silos de béton à un moment donné. Tu peux sûrement la renforcer. Là. Si tu as un riche homme d'affaires, là, tu peux investir. Puis si tu as des projets qui se tiennent, là, il y a moyen de rendre ça monnayable. Ouais. Je suis sûre que oui. Ben, jusqu'à temps que n'importe qui décide de t'envahir, puis c'est fini. Là. Ben, c'est ça, je me dis. Faut pas que tu fasses trop de vagues non plus. Là. Ben, c'est ça, je me dis. À un moment donné, n'importe qui peut décider de t'envahir. Là. Ouais, trop de vagues, t'as pas dessus. Là. Ah, excuse-moi, je l'ai manqué. Donc, pour le projet casino, la famille Bates était d'accord, mais le projet n'avançait pas assez vite au goût de Aschenbach. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Aschenbach? Et c'est poussé. Ah non, il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Ah, malade. Donc, il a organisé un coup d'État. Il a engagé des mercenaires néerlandais, puis son avocat aussi. Des mercenaires? Oui. Simonac, OK, ça joue fort. Là. À ta minute, ça s'en vient. Il n'a pas juste essayé de le pousser en bas de la plateforme. Non, ça s'en vient. Donc, il a engagé des mercenaires néerlandais et son avocat. Il a envoyé son avocat aussi, pas lui, non, son avocat, qui s'appelle Monsieur Pods. Il est entraîné pour... Non, mais il était avec des mercenaires. Non, son avocat, il a l'air d'un pauvre petit monsieur qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Là. Pods, c'est pas le même qui fait les films, là? Non, parce que c'est P-U-T-S. OK. Pods. Donc, il les a envoyés pour prendre le contrôle de Sealand. Donc, regarde comment il a fait ça. Il a invité Paddy Roy Bates, donc père, en Autriche, OK, pour des pourparlers concernant le casino.
Paddy se rend là et demande à son fils Michael de garder la plateforme. Le rendez-vous se déroule super bien. Les hommes d'affaires donnent rendez-vous à Paddy quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, il n'y a personne qui se présente au rendez-vous. OK. Donc, Paddy sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Il tente de rejoindre Michael, mais on est en 1975, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de ligne Internet. Il n'est pas capable de le rejoindre, mais il connaît des bateaux qui se promènent autour et lui dit... J'essaie de rejoindre mon fils, voir si tout va bien parce que moi, je suis en Autriche puis il me semble qu'il y a quelque chose qui se trame. Je me suis fait poser un lapin et les bateaux lui répondent « Oui, effectivement, il y a un hélicoptère qui s'est posé sur la plateforme. » Ah ouais. Oui. Super inquiet, il rentre en Angleterre. Donc oui, il y a un hélicoptère qui atterrit le 10 août 78. Sur le coup, Michael, le fils, les a menacés puis il leur a fait des gestes agressifs. Il y avait le mât aussi qui les empêchait d'atterrir. Mais il a reconnu la voix de l'un des hommes qui avait invité son père en Autriche ou qui parlait souvent avec son père pour le projet de casino. Et ils lui ont dit ton père nous envoie ici. Il lui a présenté, il l'a laissé atterrir, ils lui ont présenté un faux télégramme. Mais bon. Ouais. Et il était contrarié, Michael, il était pas sûr, mais il les a quand même fait rentrer à l'intérieur. Et là, ils l'ont officiellement enfermé dans une pièce et comme kidnappé. Ouais. Donc, c'était une prise d'otage. Cet événement crée un véritable incident diplomatique entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ah ouais? Oui, vraiment, parce que Michael est relâché quelques jours plus tard en Hollande. Donc, OK, ils l'ont mis dans l'hélicoptère puis ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti et ils ont occupé la plateforme. Oui, donc, son père est furieux. Et vu qu'on sait que ça a été organisé par Offenbach, l'espèce de premier ministre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un incident diplomatique entre Offenbach, qui est allemand, c'est ça. et la Grande-Bretagne. Là, la Grande-Bretagne, tout d'un coup, il était comme, c'était nous autres, ça? Ou à cause que le citoyen, mais il n'est plus citoyen Grande-Bretagne. Oui, il est encore citoyen de la Grande-Bretagne aussi. C'est ça qui est drôle. Et monarque de Sealand, c'est ça qui est bizarre. Donc, lui... Paddy, père, est furieux. Il engage à son tour des mercenaires pour reprendre le contrôle de Sealand avec un hélicoptère d'assaut. Ils arrivent par hélicoptère la nuit. OK? Et là, ils veulent reprendre le contrôle de Sealand en atterrissant avec des cordes, là. Michael a un fusil sur lui. Il y a un coup qui part accidentellement. Ça frôle son père. Et les gens sur la plateforme, les mercenaires, ont très peur parce qu'ils disent « Mon Dieu, il ouvre le feu tout de suite. » Ils se rendent. Hein? Oui. Donc, par accident... OK, ceux qui défendaient vont se rendre automatiquement. Automatiquement, parce qu'ils pensent que Michael et Paddy leur tirent dessus. C'est pour ça qu'on n'engage pas les mercenaires. Là. C'est bon à rien. Ils veulent juste de l'argent, puis ils se rendent automatiquement. Ben là, c'est ça. Ils se sont rendus. Ça prend du monde qui ont le cœur... pour leur pays. Ah ouais, non, eux autres se sont rendus très rapidement. Littéralement, là, c'est des adultes qui jouent à la guerre. C'est fou, hein? C'est fou. Je suis quasiment jaloux. Oui, ben, ça... Dire que j'aurais pu passer 15 ans de ma vie à faire rien comme ça, c'est l'enfer. Ça n'a pas de sens. Mais moi, je me suis... Oui. Y a-t-il comme un statut, genre, diplomatique quand ils se déplacent dans tous les autres pays, là? Pas à ce que je sache. Non, parce que là, tu peux passer les douanes. T'as le droit, genre, à des bagages, personne ne peut les fouiller. Il y a plein d'affaires dans Écoute, pas à ce que je sache. Okay. Puis en plus, c'est que, dans le fond, ils ont une compagnie de flotte marchande qui est située juste en face de la plateforme Sealand. Ah, OK. Elle appelle ça à l'Essex. C'est... à l'Essex, Essex en Grande-Bretagne. Donc, tu sais, je veux dire, ils payent des impôts, sont citoyens de la Grande-Bretagne aussi. C'est juste qu'ils sont comme monarques de Sealand aussi. Donc, la famille Bates arrive sur la plateforme, met les envahisseurs en captivité. Les mercenaires sont relâchés à la fin du conflit, sauf l'avocat de Alexander Offenbach, qui est M. Putz, qui est jugé pour haute trahison et condamné à la prison à vie. À Sealand? Ouais. Fait que là, ils vont construire une prison?
Ils vont l'enfermer dans un cachot. Les gouvernements des Pays-Bas et de l'Allemagne demandent au Royaume-Uni de faire libérer l'homme d'affaires, mais le Royaume-Uni décline toute responsabilité en brandissant la décision de justice qui dit qu'elle n'a pas de droit de juridiction à Sealand. En attendant qu'on règle son sort, Puds est condamné à nettoyer les toilettes et à servir le café. Ils sont pas méchants avec, mais c'est comme s'il était en prison, c'est comme genre leur esclave. C'est vraiment comme une gang de petits gars. Ça n'a pas de sens. Comme là, ça va être ça ta job. Oui. OK. Maintenant, t'es à mon service. Ils vont m'occuper de bord. C'est un avocat, puis ils ont du café, puis il n'y a jamais personne là-dedans qui s'est dit, crime, je vais apprendre le cafetière, je vais te cogner en arrière de la tête, là. Mais tu m'enfermeras pas de même tout le restant de ma vie à servir du café. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire? T'es sur une plateforme de pas te jeter en bas. T'es pogné là, Je sais genre. bien, il va bien y avoir quelqu'un qui va venir la rechercher à un moment donné. Ben, mais là, il faut que t'aies un plan, là, si tu verses la cafetière dessus, C'est là. effrayant. Ouais, je sais. L'Allemagne finira par envoyer un diplomate allemand pour négocier la libération de Puds et ça va fonctionner. Puds devra payer une amende de 37 500 $ à la famille Bates selon les négociations et la famille Bates jubile, est hyper contente parce qu'elle stipule que l'envoi de ce diplomate est une reconnaissance officielle par l'Allemagne de Sealand, de la principauté. Parce qu'ils viennent négocier. Exactement. Wow. L'Allemagne refuse de confirmer, mais eux autres font comme, ben, si tu viens de voir qu'un diplomate parce que tu confirmes qu'on existe finalement. Ouais. Affenbach continue de hanter la famille Bates. Lui, il continue pas, là. Si vous entendez un petit chien japper, on s'excuse, nous avons un petit chien. Donc, Affenbach continue de hanter la famille Bates en tentant un autre coup d'État. Ce qu'il fait, c'est qu'il se met à délivrer des passeports de Sealand à tout le monde. De façon frauduleuse, donc à des criminels qui espèrent se sauver de justice. Donc, en tout cas, ça fait... Pour de l'argent? Ou... Oui, pour de l'argent. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une fraude, là. L'affaire prend une tournure étonnante quand certains faux citoyens de Sealand tentent de monter une armée, d'acheter des armes nucléaires. Bref, il y a 80 personnes qui furent accusées de fraude, de falsification de documents. Déraillé, là. Ça a déraillé, mais c'est pas la famille Bates qui a jamais rien eu à voir là-dedans, c'est Affenbach. Donc, ça a été prouvé avec les traces numériques. Il avait tenté de faire un coup d'argent et un coup d'État. Donc, Sealand se trouve toujours dans un vide juridique. Donc, on se pose souvent les questions, quelles lois s'appliquent, qui les fera appliquer. Au cours des dernières années, seulement 6 personnes ont mis les pieds à Sealand. La plateforme a maintenant une éolienne qui fournit de l'électricité. Ça tient encore, là? Ça tient encore aujourd'hui. Wow. Oui. La plateforme a une éolienne, ça fournit de l'électricité en alternance aux 10 pièces de la plateforme qui reste glaciale. Ah ouais? Oui, c'est glacial. Le journaliste Yann Urbina de mon livre La jungle des océans. As-tu visité? Oui, il a réussi après plusieurs pourparlers. OK, parce que les autres, ça les intéresse même pas de faire visiter à personne. Ben, ils ont peur d'un coup d'État. Il leur a expliqué qu'il s'était fait avoir souvent, qu'il y a des gens qui disaient qu'il y avait des bonnes intentions, puis ça marchait pas, ils se faisaient envahir. Donc, ils sont très, très, très méfiants. Mais ils ont fini par l'accepter. Le journaliste s'est fait hisser sur la plateforme par une espèce de balançoire bancale parce que c'est hyper haut. Fait que c'est comme un système de poulie. Tu t'assois sur une balançoire et il te hisse avec un système de poulie. Wow. Oui. Même ça, c'est risque ta vie, genre, juste pour... Oui. Puis il y avait... en fait, la plateforme est gardée par une seule personne actuellement qui est un gardien engagé par la famille. Wow. Parce que Paddy Page, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, mais le journaliste est allé sur la plateforme avec Michael, le fils et le petit-fils de Paddy, qui est James, qui, eux, les héritiers de la plateforme, et les nouveaux princes. Donc, le bateau est ravitaillé une fois par mois. Donc, il y a un bateau qui vient porter des vivres au gardien qui a pas rapport avec la famille, qui s'appelle Michael Barrington. Donc, la famille habite à l'Essex et gère une flotte. Pas loin. Mais
se fait pas chier avec son propre pays. Exact. Glacial, rouillé, dégueulasse. Son plus récent projet est d'accueillir un parc de serveurs de bases de données sensibles hors de la portée des gouvernements. En plus, il fait froid, c'est bon. Exactement. La société Evenco voulait héberger des systèmes des systèmes pyramidaux, jeux d'argent, pornographie. La famille refusait tout ce qui était lié à la pédophilie, les spams et le cybersabotage d'entreprises, parce que selon eux, ils ont leurs limites. Ouais. Mais tu veux pas non plus... t'es personne, tu engages un garde genre qui a probablement comme 45 ans avec une bédaine de bière là, pour garder ta plateforme. Là, si tu commences à faire des affaires vraiment illégaux... Oui, c'est dangereux. Ouais, c'est ça. Les autres pays vont faire comme « OK, c'est assez. » Puis ils vont juste envoyer une chaloupe avec de la dynamite puis c'est fini. Là. C'est ça. Mais... Ça tient à rien, là, je veux dire. Quelqu'un avec un sledgehammer, avec un gros marteau, là, puis... un peu de volonté va faire tomber ça. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Il faut quand même qu'ils se fassent un peu oublier, là. Mais ils peuvent monétiser la chose. Donc, ça n'a pas marché. Le projet a vu le jour brièvement. On avait recruté quelques clients, mais il y avait d'importants problèmes, des générateurs défectueux. Juste l'électricité. Oui. Ça bouffe l'électricité, là. C'est pas une éolienne qui va donner le power pour un centre de données. Là. Non, c'est ça. Puis il manquait de ventilation aussi parce que les pièces n'avaient pas de ventilation. Donc, non, c'est pas chauffé, c'est glacial. Mais les clients, pour la plupart des sites de paris en ligne, ont fui. Donc, aujourd'hui, Sealand est financé par son centre commercial en ligne. Ah ouais? Oui, où on vend des petits items comme des mugs à café et des titres de noblesse. Tu peux acheter tes titres de noblesse. Ben, tu vois, au début, je pensais que c'était quelque chose de même. Genre, le gars, il s'est comme fait avoir, il voulait acheter un titre ou... tu sais, à un moment donné, il vendait des terrains sur la Lune. Ah, ben... C'était comme le gars, il voulait payer un cadeau à sa femme, il a acheté sur Internet, mais là, c'était en 68. Fait que non, c'est c'était ça. plus ça, là, mais... C'est ça, puis ils émettent aucun passeport, là. Tu sais, eux autres, ils veulent juste comme essayer de se financer vraiment juste pour survivre, là. Ben, ils ont comme trouvé quelque chose... Puis ouais, là, ils veulent essayer de l'exploiter. Là. C'est ça. Puis c'est dur de trouver un projet qui va fonctionner. Ben ouais. Pour la Grande-Bretagne, il est plus facile d'ignorer Sealand que de la combattre. Ben ouais. Et aujourd'hui, Sealand est principalement un royaume de rouille glaciale. Ouais, en fait, ça serait super facile de la combattre, mais pas de façon éthique. Là. Non, c'est ça. Puis ouais, t'as juste à le laisser mourir de sa belle mort. Là. C'est ça. Tu sais, il y a déjà... en cours, ça a déjà été demandé, est-ce qu'on pourrait passer à côté et la faire chavirer? Un accident. Ouais, si je fais une trop grosse vague, là, ou mettons que je perds le contrôle de mon navire. Ouais, puis de c'est ça, la faire tomber ou la bombarder par accident ou pour envoyer quelqu'un, là, un plongeur en dessous, là, puis juste comme saboter par en dessous, puis il n'y a jamais personne qui s'en apercevrait. Là. Ah, oui, peut-être, non, t'as raison. Et ça tient là dans le fond de l'océan. Oui, on pourrait comme... Ben ouais. Effectivement. Donc un truc, gang, si vous nous écoutez. Send un gars avec un marteau-piqueur dans l'eau. Donc, c'était l'histoire de Sealand que je connaissais pas, moi. Oh! Ben, il est temps qu'on finisse ça. On a un message comme de quoi que c'est terminé dans notre ordinateur. Donc, on vous remercie infiniment de votre écoute. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était un épisode... C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. On reviendra peut-être avec ce sujet-là. Oui, il y a beaucoup d'autres choses à exploiter. C'est sûr qu'il y a d'autres affaires. Oui, donc on vous remercie de votre écoute. Oui, merci beaucoup. Et on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Au revoir. Au revoir.